Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Situation sécuritaire sous contrôle à travers le Cameroun. L'évaluation de la réunion spéciale présidée ce mercredi par le ministre de la Défense. Bulletin complet dès l'entame du journal. Situation économique en nette amélioration pour les PME et les ménages. L'État, en bon payeur, soutient le tissu économique fragilisé par la pandémie. Dans le dossier du 20h30, les retombées en espèces sonnantes et trébuchantes. Situation toujours tendue entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel, mais avec un bémol ce mercredi, le courrier de la FIFA qui reconnaît la légitimité de la Ligue dans son action. Vous entendrez le général Semengue en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La sécurité nationale au scanner, la traditionnelle réunion d'évaluation présidée par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, a rassemblé ce mercredi les deux secrétaires d'État et l'essentiel du commandement territorial ainsi que les responsables des opérations spéciales en cours sur le territoire national. Évaluation mais consigne également à l'approche des élections régionales et des fêtes de fin d'année. Conclusion, la situation est globalement sous contrôle. Éric Benjamin Lamère. Comme d'habitude, rien n'a filtré de la traditionnelle réunion d'évaluation sécuritaire de ce mercredi au ministère de la Défense. Tout juste a-t-on appris de la bouche du ministre de la Défense lors de son allocution d'ouverture que les régions de l'Adamawa et de l'Est font l'objet de préoccupations sécuritaires spécifiques. Dans les régions de l'Adamawa, avec des cas et demandes de rançon, et de l'Est, des incidents dans les carrières d'Orpaïri, le phénomène de trafic d'ossements humains. La situation sur le plan d'eau et dans toutes les autres régions du pays sera soigneusement passée au crible au cours de cette réunion. La minute de silence observée en mémoire des victimes des différentes crises est venue rappeler à tous les participants l'impératif absolu d'un engagement plus résolu dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette réunion vise également à adapter le dispositif sécuritaire afin de garantir un déroulement harmonieux des opérations électorales pour les régionales du 6 décembre prochain, ainsi que des célébrations sereines des fêtes de fin d'année et de Nouvel An. La présence du ministre de l'administration territoriale, du délégué général de la sécurité nationale et de hauts responsables des services d'intelligence témoigne de la synergie absolument nécessaire entre tous les acteurs. Synergie garante d'efficacité dans l'accomplissement de leur mission. Et c'est dans ce contexte de renforcement du dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire national que le lieutenant-colonel Francis Lisong Ekosso, ancien chef de division au Corps national des sapeurs-pompiers, prenait fonction ce mercredi comme coordonnateur adjoint au Centre national de désarmement, démobilisation et réintégration. Et en l'installant, le coordonnateur national Fayengo Francis a rappelé les états de service élogieux de ce militaire de 46 ans, dont 20 années d'expérience sur divers fronts de tension. Et il faut le dire, la nomination du lieutenant-colonel Lisong est en fait un coup d'accélérateur donné à ce processus de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. 3 centres de DDR qui comptent actuellement 500 ex-combattants, dont une centaine déjà réinsérés dans la vie active. Le bilan d'étape avec vous, Augustin Guizana. Le Centre national de désarmement, de démobilisation et de réintégration est une porte à saisir absolument. C'est au regard des résultats obtenus en moins de 2 années d'activité de cette structure.
Nous avons 300 qui sont passés, 200 qui sont allés dans les DDR des pays voisins et à peu près 100 qui sont allés commencer leur processus d'intégration. L'occasion a été donnée pour le coordonnateur du CNDDR de réitérer la main tendue du chef de l'État Paul Biya aux groupes armés et aux entrepreneurs de guerre. Ils ont commis des erreurs, mais ce sont nos enfants. Pour qu'ils sortent, pour qu'ils soient réinstallés, pour donner l'exemple de pardon. En effet, des nouvelles en perspective dessinent un lendemain qui ont pris les armes contre leur patrie. Au jour d'aujourd'hui, le centre de Bamenda est terminé et nous allons le recevoir dans quelques jours. Ce centre a coûté 1,191 milliard de nos francs. Pour le coordonnateur, le Centre national de désarmement, de démobilisation et de réintégration est déjà l'amnistie. Information pour ceux qui en demandent ces jours-ci. Et ce mouvement de pacification continue. D'autres ex-combattants ont saisi cette main tendue du chef de l'État ce mercredi dans le Lébi-Alem, région du Sud-Ouest. 12 anciens sécessionnistes ont effectivement déposé les armes devant les autorités administratives locales. Voyons les faits sur place avec notre correspondant Stéphane Talla à Aboya. Ces 12 ex-combattants opéraient dans le département du Lébi-Alem sous les appellations de Gorilla Ninjas of Wabane et Gorilla Fighters of Alon. Ils quittent ces camps avec 2 armes AK-47, une trentaine de fusils et canons de fabrication artisanale, des boîtes chargeuses et munitions, entre autres. Conduit à Boya par le préfet du Lébi-Alem, William Mungambo Ekema, et le sous-préfet d'alors, Félix Amban, les ex-combattants et les armes ont été présentés aux autorités administratives et militaires de la région. Dans le DDR, ils seront logés, nourris, soignés et formés. Il y a plus de 8 sections existantes justement au niveau du DDR, de formations différentes, qualifiantes, qui leur permettra bien entendu de pouvoir se réinsérer socialement. Qu'ils saisissent cette occasion. Au lieu de rester en brousse, mourir de faim. Il n'y a pas d'avenir en brousse. L'on salue également les efforts des forces de défense et de sécurité et de toutes les parties prenantes dans le processus de désarmement. Et dans cette même veine, ce communiqué de presse du ministre de l'administration territoriale qui porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que depuis un certain temps, un mouvement dénommé 10 millions de nordistes s'illustre par des publications portant gravement atteinte à l'unité nationale et à la coexistence pacifique entre les différentes communautés nationales. Ce mouvement, qui n'a aucune existence légale, a pour promoteur et porte-parole M. Guibaï Gatama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel. Ce mouvement prétend défendre les intérêts des ressortissants des régions de la Damawa du Nord et l'extrême Nord, alors que plusieurs ressortissants des régions concernées ont saisi le ministre de l'administration territoriale pour dénoncer ces manœuvres obscures auxquelles ils ne sont ni de près ni de loin associés et dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Le ministre de l'administration territoriale note que le mouvement 10 millions de nordistes n'a fait l'objet d'aucune déclaration. Bien plus, les objectifs de ce mouvement illégal vont à l'encontre des idéaux de paix, d'unité et d'intégration nationale inscrits dans la Constitution et chers au président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'article 4 de la loi du 19 décembre 1990 précise que les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l'intégrité nationale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'État, sont nulles et de nul effet. Le projet porté par le promoteur du mouvement 10 millions de nordistes vise donc à diviser les Camerounais en les appelant de manière insidieuse et sournoise à se dresser les uns contre les autres. Les idées véhiculées par ce mouvement sont donc
attentatoire à l'unité nationale et au vivre ensemble des Camerounais. Au regard du caractère belliqueux et illégal de ce mouvement, le ministre de l'administration territoriale met en garde son promoteur contre la poursuite de ces initiatives anti-républicaines et lui demande de cesser immédiatement cette entreprise dangereuse, faute de quoi il s'expose à la rigueur de la loi, notamment les dispositions des articles 113 et 241 nouveaux du Code pénal. C'est donc signé ce mercredi même par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui arrête par ailleurs cet arrêté constatant la nullité d'un mouvement et portant interdiction de ses activités. Article 1er est nul et de nul effet pour défaut de déclaration, objet et activité contraires à la Constitution et de nature à porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégration nationale et au principe de coexistence pacifique entre les composantes sociologiques de la nation. Le mouvement dénommé 10 millions de nordistes ayant pour promoteur et porte-parole M. Guibaï Gatama. Article 2e, sont et demeurent interdites sur toute l'étendue du territoire national toutes activités, publications, réunions et manifestations initiées ou soutenues par le mouvement dénommé 10 millions de nordistes, tout groupement apparenté ou poursuivant un but similaire ou par toute autre personne s'en réclamant. Article 3. Les contrevenants à la mesure d'interdiction visée à l'article 2 ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur. Article 4. Les gouverneurs de région, les préfets et les sous-préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application stricte du présent arrêté qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais, également signé par le ministre Paul Atangandji. À présent, parlons de l'économie et dans le dossier du journal, nous menons l'évaluation socio-économique de l'impact du Covid-19, soulagement général des opérateurs économiques et des ménages grâce au soutien multiforme de l'État. Les promoteurs des PME ont retrouvé le sourire avec cette enveloppe de 50 milliards qui permet maintenant le paiement de leurs prestations à l'État, en plus de quelques autres exonérations. Un bol d'air très apprécié, Lucrèce Mbenga. Passer les reports de paiement des échéances sociales et fiscales et le remboursement des crédits TVA, le gouvernement s'est astreint à soulager les trésoreries des entreprises malgré une conjoncture particulièrement défavorable. Environ 10 000 prestations fournies à l'État et aux entités publiques viennent d'être payées au titre de l'exercice budgétaire 2020 grâce à l'injection par le ministère des Finances de 50 milliards de francs CFA dans les postes comptables du Trésor. Au 30 septembre dernier, on comptait déjà 900 milliards de francs CFA décaissés pour le règlement des dépenses exigibles, soit une moyenne de 100 milliards de francs CFA par mois depuis janvier dernier. À cela s'ajoutent les 2 milliards du Fonds spécial de relance économique post-Covid destiné aux PME. Last but not the least, le relèvement du plafond de garantie par la loi de finances 2020 qui passe de 40 à 200 milliards de francs CFA. Le but étant de permettre à l'État l'octroi d'une garantie à hauteur maximale de 25% du montant du prêt accordé par les banques aux entreprises sinistrées et d'ouvrir la voie à plus de 800 milliards de francs CFA de crédit à ces entreprises. Bien que prise en tenaille par le Covid-19 et les crises sécuritaires, le gouvernement continue donc de remplir ses charges incompressibles sans jamais faillir. Les ménages aussi respirent un peu mieux avec l'appui annoncé de 16 milliards destinés à 80 000 ménages à travers les 10 régions. L'opération démarre en décembre à travers les projets filets sociaux. L'État a un Père Noël en cette fin d'année. Cyril Kingembepe. Les commerçants en bordure de rue, les garçons et filles de bar et d'autres travailleurs saisonniers fortement affectés par les conséquences de la pandémie sont la cible de cette main tendue du gouvernement. Ce fonds, dont le montant est à peu près de 180 milliards de francs CFA, le projet filets sociaux a bénéficié d'un montant de 16 milliards de francs CFA pour soutenir les ménages
les plus vulnérables sur lesquels le Covid a eu des répercussions négatives. Tout est parti du Fonds spécial de solidarité créé pour lutter contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Le gouvernement compte soutenir 80 000 bénéficiaires qui sont choisis principalement dans les capitales régionales. La cagnotte sera la même dans toutes les 11 villes où 5 à 15 000 ménages seront sélectionnés. Au total, le ménage va recevoir 180 000 francs en 3 mois. Les agents de paiement qu'on va recruter seront appelés à créer un compte à chaque bénéficiaire et puis relier ce compte à son téléphone. Les premières enveloppes du projet Filets sociaux seront perçues dès décembre 2020. Au Parlement, s'est validé le projet de loi de règlement pour l'exercice 2019 était examiné au fond ce mercredi par la Commission des finances et du budget. Il a été adopté en dépit de quelques légers déséquilibres, des peccadilles en réalité expliqués par le ministre Louis-Paul Motazé qui défendait ce texte. Pulchéri Athé. Devant la Commission des finances et du budget, le ministre des Finances a déroulé les grandes lignes de l'exécution du budget de l'État au titre de l'exercice 2019. Un budget exécuté dans un contexte difficile avec notamment au plan international le ralentissement de l'activité économique, les tensions géopolitiques, la baisse du taux de croissance mondiale des pays avancés. Au plan national, on peut relever entre autres la persistance de la crise sécuritaire dans certaines parties du pays. Certains de ces facteurs ont influencé l'exécution du budget 2019 qui a subi des modifications à travers certaines ordonnances du président de la République. Le taux d'exécution global des recettes étant de 91,65%, tandis que celui des dépenses est de 94,99%. On a des taux de réalisation qui peuvent se comprendre par-ci par-là. Il y a des taux de réalisation de 100%, d'autres qui sont un peu moins. Mais c'est dû au fait que nous avons connu une année 2019 de crise. Et c'est ce qui fait que sur certains chapitres budgétaires, il y a des dépassements, sur d'autres, il y a des sous-consommations. Après un examen au fond des documents présentés et l'éclairage du ministre des Finances, la Commission des finances et du budget a adopté le projet de loi de règlement pour l'exercice 2019. Le Conseil national de la statistique se tenait ce mercredi et c'était l'occasion de marquer la 30e journée africaine de la statistique. Nous y reviendrons. Autre anniversaire, l'Ordre national des ingénieurs de génie civil qui souffle ses 20 bougies dans une série d'activités entamées depuis le mois d'août. Et ce mercredi, il y avait symposium sur les enjeux de ce corps de métier. Ce qu'il faut en retenir avec Franck Evina. Après 20 ans d'existence, un arrêt majeur pour évaluer les acquis et scruter l'avenir. À travers ce symposium international, l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun réunit en présentiel et par visioconférence les experts de plusieurs pays pour une cause commune, enrichir les travaux et recherches en cours dans le BTP. C'est donc important que les jeunes du génie civil comprennent quelle est sa place, comprennent quel est le rôle qu'il doit jouer dans le développement d'un pays. 2 jours de réflexion, 4 sessions animées par des ingénieurs de renom. Expertise de génie civil, infrastructures durables et résilientes, qualité et solidité des ouvrages, système intelligent de transport et Smart City. Les thèmes abordés épousent les défis de la profession. Nous avons de nouveaux ingénieurs qui entrent dans l'ordre et puis ensuite, donc, bien entendu, il faut s'assurer que l'assainissement que nous voulons mettre en place soit un assainissement qui concerne tout le monde, y compris nous-mêmes. L'apothéose est ce vendredi avec l'organisation d'un gala de l'ingénieur, des récompenses honorifiques en vue. Carton rouge contre le travail des enfants au Cameroun. Les ministres du Travail et des Affaires sociales sont montés au créneau ce mercredi pour un plaidoyer pour l'éradication du travail des enfants. Les faits marquants de la 4e session de ce comité, c'est un reportage de Marlise Mbarga-Oumo. L'éradication du travail des enfants est une priorité pour le gouvernement camerounais. Entre autres actions du gouvernement pour abolir cette pratique, l'adoption en 2017 du plan d'action national pour les pires formes de travail des enfants et plus récemment en mai 2020, l'adhésion du Cameroun à l'initiative Alliance 8.7. La plateforme Alliance 8.7 donne les opportunités d'accompagnement à une meilleure mobilisation des ressources
à une synergie d'action avec d'autres pays pionniers à travers le partage d'expériences. Le combat s'accélère avec la mise en place en juin dernier d'un comité national de lutte contre le travail des enfants, l'organe qui devra entrer en action en 2021. La conduite d'une telle opération nécessite un effort de tous et une prise en compte du facteur temps dans la conduite des actions envisagées. De nombreux défis nous interpellent tout de même, car le phénomène est protéiforme, multidimensionnel et évolutif. Tous les ingrédients d'un travail de qualité sont donc réunis et l'on espère que le Cameroun, avant 2025, pourra mettre fin à la lutte contre le travail des enfants. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida s'annonce, c'est comme tous les ans le 1er décembre. Et l'ONG Synergies Africaines, qui conduit les activités de ce mois de sensibilisation, remettait des kits ce mercredi à une centaine d'associations et d'établissements scolaires. Les mots et les actes du secrétaire exécutif Jean-Stéphane Biacha, c'est dans ce reportage de Joseph Clément Ongba. Du matériel de sensibilisation pour un envoi à mission des ambassadeurs de Mme Chantal Biya dans la lutte contre le VIH-Sida. Dans le package, des outils multiformes pour se prémunir contre le VIH. Venus de Somalomo dans la région de l'Est, ces jeunes s'approprient cette croisade. Le mal, il existe vraiment, parce que j'ai vu des malades à l'hôpital, je connais des séropositifs. En Afrique, on méprise ce mal. Dans nos villages. Dans la centaine de structures bénéficiaires, le ministère des Relations extérieures, plusieurs associations de jeunes. Étant donné que nous avons près de 61 quartiers, raison pour laquelle nous sommes venus prendre ce matériel pour sensibiliser les jeunes. Couche la plus vulnérable de la population, les jeunes élèves sont en ligne de mire. Sensibiliser les élèves pour l'utilisation des préservatifs et sensibiliser même jusqu'aux parents. À ces élèves, le secrétaire exécutif des Synergies africaines, Jean-Stéphane Biacha, prescrit l'abstinence, les préservatifs au cas où, mais surtout vaincre la peur du dépistage. Covid-19 oblige des gestes barrières. Tous ont le masque vissé sur le visage, les mains désinfectées, pas de photos de famille pour respecter la distanciation physique en ce mois camerounais de lutte contre le sida. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La lutte contre le Covid-19 qui continue, notamment contre cette nouvelle vague de l'épidémie qui prend application dans plusieurs domaines autres que la santé. Pour les éclairages, nous retrouvons Évariste Yenga. Il est en compagnie du docteur Eric Tandy au centre de coordination de la riposte ce soir. Bonsoir Évariste. Quelles sont donc ces implications, docteur Tandy? Bonsoir, on va scruter l'avenir. Les autorités médicales le font déjà en prévention d'une éventuelle deuxième vague du coronavirus Covid-19 au Cameroun. Quand ce serait le cas, ça ne l'est pas encore, quelles seraient les implications, non seulement dans le domaine sanitaire, mais ailleurs? Question ce soir au docteur Eric Tandy. Il est notre expert de ce soir. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir Évariste. Quelles pourraient être les implications d'une deuxième vague dans les autres secteurs alentours de la santé? Oui, monsieur Yenga, comme vous le savez, Covid-19, c'est un virus très compliqué et ça ne touche pas seulement le domaine de la santé, ça touche tout le monde et d'autres secteurs. Et si la population camerounaise ne respecte pas les mesures barrières, qu'est-ce qui est le cas qu'on est en train de voir ces derniers temps? Et on peut entrer dans une autre implication de fermeture des activités. Vous savez qu'au Cameroun, beaucoup parmi nous
c'est basé sur l'activité du quotidien. Ça veut dire qu'on vive avec les activités dans le marché, dans les locaux publics, mais si le non-respect de mesures barrières, on peut encore entrer dans les fermetures. Et si on fait ces fermetures, ça pouvait être très très compliqué pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour la santé, mais pour les autres secteurs. Merci. Donc, on a pu comprendre au passage donc le respect des mesures barrières. En l'absence déjà d'un vaccin ou d'un traitement véritable, les mesures barrières, disais-je, restent incontournables. Oui, mais c'est plutôt très tôt de prendre cette conclusion parce que la recherche est encore en cours. On ne peut pas donner pour le moment définitivement qu'il y a le remède, il y a le traitement ou le vaccin, mais on attend, mais la recherche est encore en cours. Bon, on doit suivre et prendre plutôt les mesures préventives et les mesures barrières qui est le cas que l'État a mis sur place au Cameroun. Merci à vous, Dr Tandi. Mesures barrières, tout le monde au Cameroun peut déjà le reprendre en cœur. C'est la distanciation sociale, c'est le port du masque, par exemple. On le voit effectivement, Évariste, merci. Et des mesures barrières certainement également sur la piste du 20e Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La première étape longue de 95 km et demi se courait ce mercredi. Le Cameroun passe tout près du maillot jaune au profit du Rwandais Moïse Mushiga. Dans le Tour, Merlin Kamla. L'hymne national du Rwanda retentit ici à Douala. Moïse Mugisha a été plus rapide que les 59 autres coureurs en réalisant un chrono de 2 h 15 minutes 41 secondes sur 96 km. Une performance qui lui donne droit à 3 autres distinctions, à l'instar de meilleur jeune, meilleur grimpeur et classement à points. En lançant officiellement la compétition ce mercredi, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi a tenu à préciser le contexte particulier dans lequel se déroule cette course. Nous sommes dans un contexte post-Covid ou dans un contexte Covid qui suppose la reprise des activités, mais une reprise d'activités que nous voulons dans la dynamique du maintien ou de la reconquête des performances. Le Cameroun a nettement ses chances de rectifier le tir à l'occasion de la 2e étape, prévue ce jeudi, entre Akonolinga à Bombang, longue de 139,7 km. Et on peut le voir, le sponsor officiel, l'entreprise Camtel, très visible, qui joue également sa partition dans ce Grand Prix cycliste international. Le directeur général Yassonde Achidi est allé à Douala pour encourager les cyclistes camerounais, mais surtout pour promouvoir les nouvelles offres technologiques de Camtel. Retrouvons à Douala Armand Ambassa. Pour cette 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, la société citoyenne Camtel s'est une fois de plus illustrée sur le terrain en sponsorisant cette compétition de l'Union cycliste internationale. Le cyclisme est un sport majeur, donc nous sommes très contents d'accompagner une fois de plus pour la 20e édition le Tour. Ça nous donne une opportunité. Cette année, par exemple, nous avons organisé le centre pour les médias en leur offrant la connectivité Internet qui leur permet de retransmettre en direct tout ce qui se passe ici à travers l'ensemble du pays. Le meilleur Camerounais au classement général, Michel Tientieux, reçoit ici son maillot bleu des mains du directeur général de Camtel, Madame Yassonde, épouse Achidi, venue avec son personnel encourager les cyclistes. Nous avons même créé pour nos clients qui suivent, donc les spectateurs, nous avons mis en place une offre spécifique pour eux qui sera disponible le long du Tour. Occasion pour l'entreprise de dévoiler aux populations ces nouveaux produits qui défient toute concurrence. Il y a ce qu'on appelle le triple play, avec la FTTH, qui est un produit qui offre à la fois l'Internet, le téléphone et la télévision. Et aussi, on a bien entendu ce qui est le WTTX, qui est aujourd'hui une version sans fil de ce produit-là. Au terme des 4 prochaines étapes de ce Grand Prix cycliste international Chantal Biya, Camtel annonce d'autres surprises.
Et on annonce pour bientôt un centre de formation au métier de l'eau autour de la station de Akomiada grâce à la convention signée cette semaine entre la Camwater et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vivons la cérémonie à Douala dans ce reportage de Chris Patricia Louloga. La convention de partenariat entre le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle et la Camwata est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2 ans. Ce projet bénéficie de l'appui du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour la construction et l'équipement du centre de formation au métier de l'eau. La partie formation étant assurée par la Camwata, aussi bien en ce qui concerne leur personnel propre que le public. Une école qui est d'abord dédiée à la formation des ressources humaines en interne, mais également compte tenu de la variété des profils et des corps de métier, n'est-ce pas, à envisager, il sera également ouvert, n'est-ce pas, aux autres Camerounais. Ce centre de formation professionnelle dispensera des enseignements sur tous les métiers de l'eau. Je voudrais remercier le directeur général de Camwata pour avoir pensé à l'impérieuse nécessité de mettre en place un centre de formation professionnelle au métier qui doit dispenser à ses collaborateurs, mais à tout Camerounais qui voudrait apprendre. La convention qui entre en vigueur dès ce jour est conclue pour une durée de 3 ans renouvelable. Et c'est la fin de ce 20h30, un journal préparé avec la collaboration de Christelle Fouda et de Augusta Ngononga. Un autre journal vous est promis sur cette antenne à minuit. Il sera présenté par Dieudonné Sra et Gilbert Ongene. Retrouvez après le 20h30 le 2e épisode du documentaire consacré à l'épopée du docteur Eugène Jameau au Cameroun. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. In this connection, it's stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info.